Ouverture dans la nuit de vendredi 5 au samedi 6 avril dernier, la campagne pour les élections couplées régionales et municipales. Elle se poursuit sur le terrain sur toute l'étendue du territoire. Dans ce journal, les temps forts de cette troisième journée de séduction des électeurs avec nos reporters. Les acteurs des bourses africaines se sont réunis récemment à Accra, la capitale ghanéenne. Ils ont parlé de la stratégie de développement de leur secteur d'activité. En Angleterre, l'une des grandes figures de la politique est décédée ce lundi. Margaret Thatcher était appelée la Dame de Fer. Bonsoir à tous et bienvenue. La campagne électorale pour les élections couplées et régionales bat son plein depuis 3 jours. Et pour augmenter leurs chances de se faire adopter par les électeurs, les candidats à ces élections ne lésinent pas sur les moyens. Ils s'offrent les services de spécialistes qui leur font utiliser à outrance des supports tels que les affiches, les t-shirts à distribuer aux électeurs. Ce scrutin apparaît donc comme une véritable aubaine financière pour certains. C'est avec Victorine Yaoyoboui. Dans cet atelier, l'activité tourne à plein régime. 3000 t-shirts sortent chaque jour de cette machine. Ils sont à l'effigie d'un candidat aux élections du 21 avril prochain. Chaque t-shirt coûte 1500 francs. Alors pour ce gérant, c'est une période très rentable. Sincèrement, durant cette période-là, il y a de grandes commandes. Il y a une nette progression de plus de 60% par rapport aux périodes ordinaires. Les fabricants de t-shirts ne sont pas les seuls à bénéficier de la campagne électorale. Il y a aussi les loueurs de bâches, de chaises et d'appareils de sonorisation pour les meetings, sans oublier bien sûr les imprimeurs d'affiches. Mais ces supports de communication profitent-ils à ceux qui les commandent, à savoir les candidats? Vous pouvez avoir tous les moyens qu'il faut pour une campagne, mais tant que votre communication de proximité ne réussit pas, vous n'allez pas être élu. Une communication de proximité, une communication qui valorise, n'est-ce pas, votre personnalité en tant que produit, c'est cette communication-là qui va porter plus qu'une communication qui se fait sur la base de moyens financiers. Selon ce spécialiste, pour ce scrutin, les candidats ne seront pas élus sur la base de leur appartenance à un parti. Pour lui, seuls les candidats sachant incarner le changement pourront sortir victorieux de ces élections du 21 avril prochain. La promesse électorale est-elle difficile à tenir par les hommes politiques ou peut-on parler de promesses rangées dans les oubliettes? La réponse avec Laetitia Mongli. Dans ces campagnes qui arrivent, nous avons au moins un qui a un programme. La localité dans laquelle il sera, ses administrés seront contents. Des paroles mielleuses, des promesses aguichantes. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire, ces candidats aux élections qui, à la veille des scrutins, promettent monts et merveilles aux populations. Quand les votes finissent, après maintenant, on voit que ce qu'ils doivent faire, c'est pas ce qu'ils font. Beaucoup de fois, on nous promet beaucoup de choses, mais ça ne se fait pas. Pour ça, je suis découragée. Et dans bien des cas, les électeurs se laissent appâter par les mots de charme des potentiels futurs élus. Après les élections, ils espèrent vivre la meilleure des vies dans le meilleur des mondes. Quand ils font les élections, c'est les paroles douces et tout ça. Maintenant, quand ils sont élus, nous ne voyons rien de leurs promesses. Bien souvent, au lendemain des votes, c'est la désillusion. Aucune promesse respectée. La jeunesse est prise à mal. Il n'y a pas de travail. Une fois élus, ce qu'ils ont tenu dans les meetings, c'est différent de ce qu'ils font. Il y a des quartiers, ce n'est pas bitumé. Il y a des quartiers, il n'y a pas courant. Quand ils viennent, si vous m'avez élu, il fait venir courant, il fait venir goudron dans votre quartier. Maintenant, après ça, on ne les voit plus. En Côte d'Ivoire, les élections couplées municipales et régionales pointent du nez. Déjà, ce 5 avril à minuit précise, démarrent les campagnes. Les électeurs ivoiriens, eux, espèrent que les candidats, pour cette fois, tiendront leurs promesses de campagne au lendemain du 21 avril prochain. Qu'ils fassent un peu semblant, même de faire le minimum de leurs promesses. Même si c'est vrai, on ne peut pas tout faire du jour au lendemain, mais petit à petit, il faut qu'on sente qu'ils sont en train de travailler.
Et pour terminer avec le registre des élections, il est à rappeler que dans la commune d'Abobo, il y a eu 6 candidatures, dont celle du PDCI. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire avait bel et bien un candidat en la personne de Mondjoba Albéric. Éducation à présent avec la grève engagée par les enseignants membres de l'intersyndicale Formation Éducation démarrée le 25 mars. Cette grève n'a pas été suivie en entier. Il ressort du constat fait par notre équipe de reportage que certains enseignants ont brillé par leur absence, quand d'autres ont décidé d'accomplir leurs devoirs. Mamadou Kouassi nous fait le point. La reprise des cours après les congés de Pâques n'est pas effective dans certains établissements. Les élèves des lycées et collèges publics sont encore confrontés à un mouvement de grève des enseignants, membres de l'intersyndicale éducation-formation. Nguessan Bénédicte est élève en classe de terminale D au lycée moderne de Yopougon-Dokwa. Pendant 4 heures, elle et ses camarades ont attendu en vain les enseignants programmés ce jour. C'est le temps de bosser, sincèrement, parce que tout compte fait, l'examen aura bel et bien lieu. Heureusement que Kanté Youssouf, enseignant de sciences physiques, et certains de ses camarades ont répondu présents pour livrer le savoir aux enfants. Je ne me reconnais pas dans le mouvement qui a lancé le mot d'ordre de grève. Donc c'est pourquoi je suis là ce matin. Surtout que nous sommes presque à 1 mois pratiquement de la fin de l'année. Donc il faut faire le maximum au niveau du programme parce qu'on est déjà en retard. Face à cette situation, une réunion de crise est organisée pour voir les conditions de poursuite du programme scolaire. Dès demain déjà, nous allons reprendre notre programme, procéder à la vérification des moyennes et puis jusqu'à jeudi, vendredi, procéder aux différents conseils de classe. Au lycée moderne des jeunes filles de Yopougon, la volonté des responsables de tenir les cours est confrontée aux actions des perturbateurs. Les élèves viennent d'être mis dehors par un groupe de badauds venus de l'extérieur. Ceux qui nous parviennent disent que notre établissement serait le ventre mou de la grève et que chaque fois qu'il y a une interruption de cours ailleurs, nous continuons les cours et donc de force ou de gré, ils obligeront nos enseignants à respecter la grève. Les parents d'élèves s'inquiètent de la recrudescence des grèves dans le secteur éducation-formation. J'ai mal au cœur quand je rentre à la maison que je vois mes enfants assis. Parce que je mets les enfants à l'école pour qu'ils aient un avenir meilleur. Mais chaque fois l'enfant va venir s'asseoir à la maison, il prend du retard. Il faudrait que les enseignants et le gouvernement s'asseyent et qu'ils discutent réellement en profondeur ce qui ne va pas et qu'ils trouvent un palliatif. Il faut rappeler que les enseignants grévistes protestent contre la ponction qu'aurait subi leur solde du mois de mars pour motif de grève. Accra, la capitale ghanéenne, a abrité les préparatifs de la prochaine conférence annuelle des acteurs des bourses africaines, l'ASEA. Au cœur des discussions, la stratégie de développement de ce secteur. Ali Diarasouba nous en parle. Une première dans l'histoire de l'association des bourses africaines ASEA. La Côte d'Ivoire sera le premier pays francophone à abriter la rencontre annuelle de la structure en décembre prochain. En prélude à ce rendez-vous historique, le comité exécutif de l'association des bourses africaines s'est réuni à Accra pour discuter, entre autres points, de la stratégie de l'association pour les 2 prochaines années. Cette réunion du comité exécutif de l'association des bourses africaines a surtout été l'occasion d'apprécier l'état d'avancement des travaux de la prochaine rencontre d'Abidjan, la conférence annuelle de l'ASEA qui suscite déjà intérêt et enthousiasme. Au niveau d'ASEA, nous sommes très intéressés à cette réunion à Abidjan parce que nous pensons que la bourse des valeurs régionales d'Abidjan est une bourse très importante pour Asia d'une part et deuxièmement je crois que c'est l'occasion pour nous aussi de mettre en valeur la performance des bourses africaines, les perspectives de développement en Afrique. Le maître d'œuvre, la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM d'Abidjan, en a donné l'assurance. Tout est mis en œuvre pour que la conférence se tienne dans les conditions optimales, surtout que le pays en sortirait gagnant. Pour la Côte d'Ivoire, à notre avis, c'est extrêmement important de rassembler à Abidjan toutes les bourses africaines, les fonds d'investissement, les régulateurs de marché, les banques centrales, les banques de développement, les fonds de private equity. C'est vraiment un événement majeur. Plusieurs questions seront au cœur de la conférence de l'ASEA. Le rôle des marchés financiers dans le développement économique du continent et bien sûr la fédération des énergies pour dynamiser davantage
les bourses en Afrique. Comment renforcer la capacité de budgétisation et de suivi de la masse salariale des pays de l'UEMOA? La question est au centre d'un séminaire régional qui se tient ici à Abidjan. Cette réflexion est organisée par le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest. Les détails avec Jean-Jacques Kwame. Selon les statistiques du ministère de l'économie et des finances, le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales en 2012 de l'État de Côte d'Ivoire s'est établi à 42,3%. Et pourtant, la norme pour les États membres de l'UEMOA était 35% de la recette fiscale. Outre la Côte d'Ivoire, les 7 pays de l'Union, la Guinée et la Mauritanie, ce ratio était largement supérieur à la norme, un déséquilibre qui menace l'investissement de l'État et la surveillance monétaire de l'Union. Pour permettre à ces pays d'améliorer la programmation de leur budget, le Centre régional d'assistance technique du FMI, Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest, en abrégé Afritac de l'Ouest, a réuni à Abidjan les directions du budget, de la solde et de la fonction publique. Objectif, renforcer les prévisions, la budgétisation et le suivi des dépenses de personnel. Cet atelier va permettre aux participants d'acquérir les connaissances, les méthodes pour justement coordonner ces efforts de projection de la masse salariale et à terme renseigner l'État sur les décisions à prendre en matière d'effectifs, de salaires, de primes, afin de converger vers cet objectif de 35%. Les bureaux de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège est à Abidjan, ont été inaugurés par le directeur général du FMI en janvier 2013. Ces bureaux couvrent les 8 pays de l'UEMOA, la Guinée et la Mauritanie. Sa mission, la réduction de la pauvreté par le renforcement des capacités des administrations financières des pays membres. Un atelier sur la facilitation des échanges dans l'espace UEMOA s'est ouvert ce lundi. Sachez que la facilitation des échanges désigne l'ensemble des procédures qui peuvent contribuer à la libre circulation des personnes et des biens dans les 8 pays membres de l'Union. Le taux d'échange entre les États de l'Union s'élève à 15%, alors que le taux dans les pays européens se situe entre 70 et 80%. L'atelier d'Abidjan vise donc à adopter de nouvelles mesures relatives à la simplification des procédures, à la suppression des entraves administratives et à l'amélioration des infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires. Et cette information est donnée par notre reporter Francis Boifou. Au Mali, à présent, pour la reconquête du nord de ce pays, la Côte d'Ivoire envoie 235 soldats FRC. Ils se sont formés par la force Licorne et c'était dans le département de Toumoudi. Ce convoi de ravitaillement dans sa progression vient d'être touché par un IOD, un engin explosif. Il est par la même occasion pris à partie dans une embuscade. La mission de ces soldats est donc de sécuriser la zone afin d'évacuer les blessés. L'escorte détruit l'ennemi et marque ainsi sa zone. L'hélicoptère peut alors se poser et procéder à l'évacuation sanitaire. Nous sommes au camp d'entraînement lieutenant-colonel Saboré de l'Omo Nord, à 200 km au nord d'Abidjan. Mais la situation pourrait se produire à Tombouctou. C'est l'exercice Agbagnan, la formation des soldats FRCI du bataillon logistique pour leur permettre d'être parés à toutes les éventualités une fois sur le sol malien. La mission du bataillon logistique est certes pour soutenir les autres forces. Ils vont leur apporter du carburant. Mais cela ne se fait pas comme si on était en ville, où c'était d'une station mobile à l'autre station. Non, ça va se faire dans un contexte tactique, où des djihadistes vont les attendre pour les empêcher justement d'exécuter leur mission. Ils doivent exécuter cette mission coûte que coûte. Les autorités ivoiriennes se félicitent de l'implication de toutes les parties dans la réussite de l'opération. Je voudrais remercier très sincèrement nos partenaires la Licorne, nos partenaires américains et aussi nos amis de l'ONU qui sont là. 235, c'est le nombre de soldats qui va composer donc le contingent ivoirien qui va conduire le bataillon logistique qui va être envoyé au nord du Mali dans le cadre de la MISMA, de la Mission internationale de soutien au Mali.
Rendons-nous à présent dans la Côte d'Ivoire profonde. Les populations de Sapli, un village situé dans le département de Bondoukou, sont confrontées à un problème d'approvisionnement en eau potable. Suivons ce reportage commenté par Thérèse Tapé-Yoboui. Une file d'attente pour avoir une seule bassine d'eau potable. Nous sommes à Sapli, village à une trentaine de kilomètres de Bondoukou. Les femmes de ce village, dans cette quête d'eau, en viennent quelquefois au mai avant de repartir à la maison pour certaines avec une cuvette d'eau et même rien pour d'autres. Un calvaire devenu quotidien pour les femmes de Sapli. Pour trouver l'eau ici, on a trop de problèmes. Des fois, on arrive 1h du matin, il faut que celle qui arrive 1h du matin, elle doit puiser à 8h. On est beaucoup, mais c'est une seule pompe qui est dans notre village là. Donc on souffre. Si on n'a pas à faire là, même on ne peut pas avoir une cuvette pour aller à la maison. Les pompes de Sapli ont été construites en 80. Aujourd'hui devenues vétustes, elles tombent régulièrement en panne. Et aussi, avec l'accroissement de la population, les pompes n'arrivent plus à combler les besoins quotidiens en eau potable. Les femmes sont obligées d'aller puiser de l'eau dans les puits ou dans un marigot situé à plus de 2 km du village. J'ai plusieurs fois décrié ce fait-là, mais elles y vont, malgré moi-même. En retour, ce sont les maladies diarrhéiques, les palus, les fièvres typhoïdes que je rencontre. La présidente des femmes et le président de la mutuelle du village ont entrepris des démarches et attendent beaucoup des autorités. J'ai rencontré les responsables de la direction de l'hydraulique villageoise. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas venir le faire parce que ça doit être dans un programme de l'État pour qu'on puisse venir doter le village de pompes villageoises. Construction d'un château qui est chiffré à hauteur de 202 millions environ. Depuis 2009, les techniciens sont venus, ils ont même trouvé le site où le château doit être construit. Jusqu'à présent, malheureusement, nous attendons. Les 6000 habitants de Sapli devront prendre leur mal en patience, le temps que le village soit doté en château d'eau. Rendons-nous maintenant en Angleterre, où l'une des grandes figures de la politique est décédée ce lundi. Margaret Thatcher était appelée la Dame de Fer. Pour le monde entier, c'était la Dame de Fer. Margaret Thatcher est morte lundi à l'âge de 87 ans. Avec elle, c'est tout un pan de l'histoire britannique qui s'en va. Candidate des conservateurs, elle devient Premier ministre en 1979. Elle restera 11 ans au pouvoir, 11 ans symbole de développement pour le royaume, mais aussi de crise, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des frontières. À l'extérieur, ce sont bien sûr les Malouines. En avril 1982, c'est elle qui mène la reconquête de cet archipel de l'Atlantique Sud, occupé quelques jours par l'Argentine. Elle encore qui s'oppose avec fermeté à la devise européenne défendue par le français Jacques Delors. Une fermeté qu'elle assume sans complexe. Margaret Thatcher est l'un des grands acteurs politiques des années 80, avec son ami Ronald Reagan, ou encore Mikhaïl Gorbatchev et François Mitterrand. Sa politique intérieure lui vaut des haines tenaces. En 1984, elle échappe de justesse à un attentat dans un hôtel de Brighton. Derrière la bombe, les indépendantistes irlandais de l'IRA. 3 ans auparavant, la Dame de Fer a laissé mourir 10 des leurs en prison d'une grève de la faim. Parmi ses autres ennemis, les syndicalistes, une cible pour Maggie, convaincue que la croissance passe par de grandes privatisations. Après un an de grève, les mineurs jetteront l'éponge. L'économie est assainie, on parle de miracle thatchérien, mais beaucoup restent sur le bas-côté. En 1990, c'est la poll tax, un nouvel impôt, qui précipite la chute de la Dame de Fer. Thank you very much. Goodbye. Margaret Thatcher préfère se retirer d'elle-même. Il y a 3 ans, elle était revenue au 10 Downing Street, invitée par le Premier ministre David Cameron. Une de ses rares sorties, plusieurs attaques cérébrales l'ayant contrainte à un repos forcé, bien éloigné de son caractère combatif. Le chef d'État congolais Denis Sassou Nguesso est en France, où il a été reçu ce lundi par le président François Hollande. Cette visite d'État provoque des réactions de militants anticorruption et des opposants congolais. L'Afrique en bref. Situation toujours tendue en Égypte après une nuit de violence devant la cathédrale copte du Caire. Bilan 2 morts et 89 blessés.
Les affrontements ont éclaté dimanche à l'issue des funérailles de 4 chrétiens tués dans les violences interconfessionnelles de vendredi. La foule qui assistait aux cérémonies a été attaquée à coups de projectiles par des groupes de civils, apparemment des habitants du quartier. Le président Mohamed Morsi a vivement condamné ces violences anti-coptes. Il a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête. Une visite d'État sur fond d'affaires des biens mal acquis. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a été reçu ce lundi pendant plus d'1 heure par le chef d'État français François Hollande. Les opposants et les militants anticorruption ont dénoncé cet accueil officiel alors que Denis Sassou Nguesso est visé par une enquête sur son patrimoine en France. Lui estime que la justice française n'a pas à enquêter sur ce dossier. Le principe auquel nous avons tous souscrit au plan international est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, que ce principe soit respecté. Denis Sassou Nguesso est en France jusqu'à mercredi. Il doit notamment rencontrer des patrons français et la diaspora congolaise. C'est la plus célèbre course à pied au Sahara. Coup d'envoi dimanche du 28e marathon des sables. En lice, 1000 candidats, 50 nationalités pour 6 jours d'épreuve au cœur du Sahara marocain. Le tout en autonomie alimentaire. Une aventure de 250 km. Nous vous proposons de suivre en quelques mots le reste de l'actualité dans le monde. La tension toujours aussi élevée entre les deux Corées. Séoul dit craindre un 4e essai nucléaire de Pyongyang. Et à Kaesong, l'activité reste quasi inexistante. Pyongyang vient d'annoncer le prochain retrait des 53 000 Nord-Coréens qui travaillent sur ce site industriel. Situé à 10 km de la frontière côté nord-coréen, Kaesong est toujours resté ouvert au cours des précédentes crises. Le président afghan condamne avec fermeté la mort de 11 enfants dans un bombardement de l'OTAN dans l'est du pays samedi. L'OTAN avait reconnu des blessés dans la population mais pas des morts. Le bombardement s'est produit alors que des combats intenses opposaient les troupes américaines et afghanes à des insurgés talibans. Aucun signe de transmission de la grippe aviaire de l'homme à l'homme en Chine. C'est l'OMS qui l'affirme. La Chine dénombre 21 cas d'infection, 6 personnes sont mortes. Il s'agit d'une souche H7N9, toujours transmise par des oiseaux. La grippe aviaire la plus commune, la H5N1, a fait 360 morts ces 10 dernières années. Les scientifiques craignent une mutation avec une transmission de l'homme à l'homme qui pourrait déclencher une pandémie. Angela Merkel enjoint Vladimir Poutine de laisser les ONG tranquilles. La chancelière allemande a profité d'un discours sur le salon industriel de Hanovre pour demander au président russe de laisser une chance aux organisations non gouvernementales, moteurs de l'innovation. Une allusion directe aux enquêtes menées en Russie contre plusieurs ONG, dont certaines allemandes. C'est la deuxième fois qu'Angela Merkel égratigne ainsi Vladimir Poutine sur le manque de liberté dans son pays. Et la note musicale de ce journal, découvrons ensemble l'orchestre symphonique de Kinshasa qui passe le printemps à Monaco. C'est inédit à Monaco. Un orchestre se prépare, 62 musiciens viennent pour la première fois dans la principauté. Ils sont originaires de Kinshasa en République démocratique du Congo. Ils sont invités par le Printemps des Arts pour interpréter de grands classiques. Leur niveau musical peut surprendre quand on connaît les difficultés que ces musiciens rencontrent au pays. Ce sont des amateurs, mais leurs sacrifices sont payés. Il y en a qui sont obligés des fois de marcher pour venir à la répétition. Il y en a des fois qui viennent, qui reviennent du boulot et doivent venir à la répétition. Tantôt, une personne vient à la répétition, il n'a pas eu le temps de manger, mais il doit répéter pendant 2 heures, 3 heures de séance de répétition. Et aujourd'hui, les revoir ici, je suis très content pour moi-même et spécialement pour eux, je suis très content pour eux. Ils sont coiffeurs, commerçants ou sans emploi. Certains ont appris le solfège alors qu'ils ne savent ni lire ni écrire.
Quant aux instruments, en posséder un est un luxe. Alors, quand le directeur du festival leur annonce que des personnes leur ont offert un violon, un archet ou encore un piccolo, les musiciens ne dissimulent pas leur joie. D'un piccolo. C'est parmi nos grandes difficultés, trouver les instruments, trouver le matériel, hormis notre difficulté permanente qui continue jusqu'à aujourd'hui, la salle. Parce que là, je me retrouve dans une salle, dans des conditions je n'ai jamais travaillé dans ces conditions-là. Strauss, Brahms, Schubert ou encore Bizet, et même une composition originale. L'orchestre symphonique de Kinshasa a assuré. Au-delà du concert, c'est surtout une belle aventure humaine qui aurait pu être parfaite si les 40 danseurs et musiciens congolais, qui étaient également programmés à cette soirée, ne s'étaient pas vus refuser leur visa à 15 jours de l'événement. La musique unit les hommes. Et là, quelque part, je suis assez mécontent de nos institutions européennes parce qu'elles empêchent cette chose-là qui est essentielle dans notre société. Après 1h30 de concert, standing ovation pour l'orchestre symphonique de Kinshasa. En cadeau, la princesse Caroline leur remettra une superbe harpe. Le chef d'orchestre et les musiciens ne sont pas prêts d'oublier ce séjour à Monaco. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur RTI1.